Aujourd'hui, petite réflexion. Alors, il est indéniable que nous cherchons actuellement dans le monde actuel des idées miracles. La croyance en droits de l'homme qui réglerait tous les problèmes de la société, la croyance au libéralisme, si on libéralise l'économie, les sociétés, tout irait bien. Les croyances dans la démocratie, que la démocratie allait tout régler. Mais est-ce que cette idée miracle ne serait pas le souverainisme? On va prendre un à un tous les problèmes du monde et on va voir que le souverainisme est la réponse à ça. Premier problème, on peut penser aux trois grandes guerres, pardon. Ne les oublions pas, trois grandes guerres qu'il y a actuellement. La guerre russo-ukrainienne, c'est un problème de souverainisme. L'Ukraine n'est pas un pays souverain. Loin s'en faut, elle ne peut pas décider de son destin. Soit elle a un régime pro-russe, soit elle a un régime pro-occidental. Elle n'est en aucun cas possible d'être souveraine. C'est-à-dire être souveraine, c'est-à-dire gérer elle-même son armée. Si elle gère elle-même sa propre armée, elle n'a pas besoin de l'OTAN. Donc elle n'est pas en conflit avec les Russes. Si elle n'a pas de dirigeant pro-russe, elle ne devient pas satellite de Moscou, elle est souveraine, politiquement, économiquement, culturellement. Après, c'est pas un drame que l'Ukraine soit un pays frère de la Russie, parce qu'ils sont tous les deux nés d'un même ensemble étatique, qui est l'URSS, en ont hérité dans les structures politiques, dans les structures sociales, dans les structures culturelles. Donc voilà, conflit israélo-palestinien, la souveraineté d'Israël sur le territoire qu'on leur a donné, et pas chez leurs voisins, le respect de la souveraineté palestinienne, voilà, c'est dans le sens d'un État souverain. Voilà. Et le troisième conflit, je pense à nos pauvres concitoyens de la RDC. Si leur souveraineté était respectée, si le Rwanda notamment ne ferait pas de la déstabilisation politique, et ça irait bien. Un État souverain, une RDC souveraine qui gère ses ressources, primo. Deuxio, qui va gérer toutes ces questions de ressources économiques, de frontières, de gestion de l'armée, d'un pays souverain. On va prendre quel autre exemple? L'écologie, problème de souverainisme. Si chaque pays produisait au mieux d'aller acheter à Tataouine-les-Oies, si elles étaient souveraines économiquement, on mettrait fin à la mondialisation, aux porte-conteneurs qui sont des destructeurs de ressources économiques, où on fait produire des chômeurs à un point A, on fait produire des pauvres à un point A pour les vendre à des chômeurs de point B, avec des transports pas possibles. Si on avait notre souveraineté, si les pays avaient leur souveraineté alimentaire, leur souveraineté technologique, on limiterait les transports et donc nous réduirions les émissions de gaz à effet de serre. Et ouais, au mieux d'aller acheter des oignons, des tomates en Espagne, on les produit au sud de la France, pouf, ça va tout de suite un petit peu mieux. Ah bah oui, on produit le riz en Afrique, au mieux de le produire en Chine, pouf, on limite les transports. Bon, le souverainisme, dans les problèmes de société, les divisions, les clivages, si on était souverain dans notre société, si les hommes étaient souverains dans leur société, ça irait bien mieux quand même. On va être honnête, si on arrêtait de vouloir importer des idées d'Occident dans les mondes non occidentaux, si on arrêtait de vouloir importer des idées américaines en Europe par exemple, si chacun pouvait gérer sa société sans avoir un modèle à se faire imposer, souveraineté sociétale, vous n'imaginez pas le nombre de conflits qu'on pourrait éviter. Et question économique, si tu es souverain, à un moment tu produis toi-même, tu gères tes ressources, tu n'es pas étranger chez toi. Là aussi, souveraineté économique, on règle les problèmes, on évite les tensions. De plus, il ne faut pas oublier le rôle d'hygiène sociale qu'a une bonne gestion économique. Parce que si tu n'es pas souverain, économiquement parlant, tu as beaucoup de chômage. Alors que si tu n'as pas beaucoup de chômage, tu as moins d'emmerde. Je le dis tout de suite. Il y a beaucoup de jeunes, ils font le con. S'ils faisaient une journée de 7-8 heures par jour à travailler bien dur, le soir ils seraient un peu claqués pour aller faire les zouzous là. Et on règle encore les problèmes, on retombe sur le sociétal et une souveraineté économique.
permet de régler les problèmes. Si la France aujourd'hui rote du sang, c'est parce qu'elle n'a plus d'industrie, parce qu'elle a perdu sa souveraineté industrielle. Elle aurait sa souveraineté industrielle, elle aurait de l'emploi, elle pourrait créer de la technologie, elle pourrait trouver de l'emploi pour ses jeunes, faire travailler ses centres de recherche, faire travailler sa réflexion, produire de la norme. Et on ne se retrouverait pas avec des fuites de cerveau, des fuites de travailleurs, on ne se retrouverait pas avec certains problèmes sociaux liés à l'inactivité, à la mollesse. Voilà. Et puis qui dit que moins de chômeurs, dit plus de cotisations, donc un état-providence plus fort. Donc ceux qui ont besoin seront mieux aidés, mieux accompagnés. Tout ce qui est France Emploi, maintenant passant par le Pôle Emploi, serait moins de monde au chômage. Donc le peu qu'il y a, on peut mieux les encadrer. Moins de chômeurs, meilleur encadrement, meilleur encadrement. Bon ben, on fait des chocs à pic, hein. On améliore les choses. Donc vous voyez comme quoi le souverainisme est important. Même d'un point de vue politique, vous allez me dire, il y a une crise politique dans les pays. Oui, mais si on essaie de chercher des solutions locales, adaptées au local, et pas juste greffer des bonnes solutions qui ont marché ailleurs, chercher un souverainisme politique des États, avec des chefs qui sont réellement les chefs, et pas les marionnettes, avec des idées qui sont propres à l'histoire et à l'espace de ces lieux, ne vous inquiétez pas que beaucoup de crises politiques seraient évitées. Bah oui, hein. On va dire que la politique, la gestion politique, c'est comme un médicament. Je veux bien te donner un médicament, mais ce que je donne à moi, je pourrais pas le donner à mon fils. Parce que moi et mon fils, même si on se ressemble, parce qu'on est tous les deux humains, parce qu'on a le même sang, il y a quand même des petites différences. Donc, soyez souverainistes. Gère chez toi, c'est le meilleur moyen, parce qu'autrement, si les autres te gèrent, ils vont pas te gérer dans ton intérêt. Alors, j'ai fait une petite biographie de Thomas Sankara il y a quelques temps de cela. Parce que je sais pas comment je vais publier mes vidéos, donc c'est pour ça. Donc, maintenant, je vais vous parler des diverses Thomas Sankara. On a, premièrement, j'ai envie de parler de Thomas Sankara, le féministe. En effet, Thomas Sankara est féministe. Oui, oui, un papa africain dans les années 80 féministe. Tu te rends pas compte de la révolution que c'est. Il va lutter contre l'excision. Alors, l'excision, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est enlever une partie de enlever le clitoris et je crois une partie de la ville, mais je ne suis pas totalement sûr. En fait, c'est une mutilation génitale de la femme pour pas qu'elle ressente du plaisir. Ah, déjà qu'elle n'a pas le droit d'ouvrir sa gueule, si en plus elle mouille un peu quand elle baise, c'est... Donc ça, il a lutté contre cette pratique, qui est une barbarie sans nom. Hein. Les gens qui font ça, vous avez une place en enfer à côté de Satan. Il va lutter contre le mariage forcé. Oui. Bah oui. Il va faire la journée des hommes au marché, c'est-à-dire un jour par semaine, les femmes n'ont pas le droit d'aller au marché, c'est les hommes qui vont à leur place. Il va mettre en place des systèmes pour leur offrir du travail, une autonomie économique, va les intégrer à la vie politique, sociale et culturelle de son pays. Et tout ça entre 1983 et 1987 en Afrique où, bon bah, je vous le dis pas, mais bon, la condition des femmes, elle a 15, 20, 30 ans d'écart chez nous. Donc voilà. Il y a aussi Thomas Sankara, l'écologiste. Bah déjà, il est souverainiste. Déjà, de base, le souverainisme, c'est une idéologie écologique de naissance, d'essence. Tu produis chez toi. C'est écologique que d'aller d'acheter tes merdes à Tataouine-les-Oies et à Pôle-Lune. Mais c'est aussi la construction d'une muraille verte. Et ouais, parce qu'il a compris qu'il était au Sahel et que s'il voulait pas que Burkina Faso devienne un énorme bac à sable, bah fallait faire quelque chose. Donc il a planté des arbres. Donc voilà, on a Thomas Sankara, l'économiste. L'économiste par plusieurs choses, déjà par souverainisme. Voilà, on s'émerge par nous-mêmes, vous évitez d'être dépendant de l'extérieur. On conchit l'aide internationale qui est un cancer. Parce que qu'est-ce que les autres ont intérêt à t'aider? Quel est l'intérêt des autres de t'aider personnellement? Il n'y a pas d'intérêt. Bon, voilà. Voilà. Autre aspect important, Thomas Sankara, l'économiste, c'est les infrastructures. Vraiment, c'est le développement du pays par les infrastructures. Et si les instances internationales ne veulent pas financer, on va le faire par nous-mêmes. C'est comme ça qu'il a construit 100 km de chemin de fer avec les petits bras de son peuple. On a Thomas Sankara, l'intersectionnel.
est vraiment à l'intersection de plusieurs luttes, la lutte des Blacks notamment, mais soutien à la cause palestinienne, soutien à la cause Black en Afrique du Sud à l'époque de l'apartheid. On est faut pas oublier qu'on est quand il prend le pouvoir, l'Afrique du Sud n'est pas encore totalement blacklistée. Ça se fera vraiment dans les années 80 où les mecs vont dire ah oui au fond c'est la merde. Bon après c'est un discours officiel. Je tiens à vous rappeler que la France fait des grands discours contre l'apartheid dans les années 80, mais que des membres de l'ANC se font assassiner par les services secrets de l'Afrique du Sud, mais en toute impunité, hein, la main dans le pantalon. Hein. On est d'accord là-dessus. Bon. Donc voilà. Et on a Thomas Sankara, la figure un peu christique. Pourquoi? Bah, Thomas Sankara est un martyr. Il est un peu comme Jésus. Il est arrivé, il a eu un ministère assez court, 4 ans, hein, et il est mort dans des conditions tragiques, trahi par le sang, quoi. Le mec avec qui il était dans sa base militaire quand ils étaient minots, avec qui il a fait toutes ses études militaires. Et sa mort précoce a, comment dire, bah déjà enlevé beaucoup d'aspects négatifs. Hein. Il y avait des aspects négatifs. Cette lutte contre les riches, c'est pas forcément la meilleure, parce qu'il aurait évité les riches. Il y avait des choses, des brebis galeuses à éliminer dans les conseils de la révolution locale. Il aurait peut-être dû mettre un petit peu de vaseline de temps en temps. Mais par le fait qu'il avait un message révolutionnaire, qu'il prenait des choses que personne ne prenait à son époque, et qu'il est mort avant ses 40 ans, il avait 35, 36 ans quand il est mort. Hein. Voilà. C'est jeune. C'est 3 ans de plus que le Christ. Hein. Là, ça en fait une figure légendaire et inoubliable. Même moi, qui n'ai pas connu ça, qui est quand même une putain de phrase de Yahoo, je suis fan de Thomas Sankara. Mon fils s'appelle Oliver Sankara des Talentes. Et ouais, Sankara en hommage à Thomas Sankara. Ouais, bon après, moi je suis pas un bon exemple, je suis un taré, moi. Le suicide dans ma tête, ça aide pas, mais voilà. Et encore aujourd'hui, beaucoup se revendiquent du sankarisme. Beaucoup rêveraient qu'on ait de nouveau Thomas Sankara. Mais pour que le sankarisme marche, il faudrait qu'il y ait des Thomas Sankara dans beaucoup de pays. Et qu'ils prennent le son de leur aîné pour éviter de répéter les erreurs, corriger ce qu'il y a à être corrigé et adapter la doctrine à l'espace-temps actuel. Mais c'est le seul moyen pour obtenir ce fameux abat l'impérialisme.